parler de contenu, après avoir fait une explication logistique plus que riche et qui parlait aussi d'ailleurs un petit peu du contenu, en me basant sur une partie des fonds du musée. Donc le musée de la Grande Guerre a des fonds 2D extrêmement importants qui représentent à peu près la moitié de sa collection, soit 30 000 pièces. Ces fonds ne sont pas que de l'écrit manuscrit, sont aussi des imprimés, mais comportent énormément de lettres et d'objets de correspondance, à partir desquels j'ai fait une sorte de petite présentation de ce qu'on peut retrouver globalement et de manière un petit peu plus... voilà, de ce qu'on va retrouver dans la correspondance. Alors j'ai volontairement exclu... Je suis pas très... Ça va me basculer dessus. J'ai volontairement exclu du corpus les courriers qui concernent l'annonce du décès. On l'a pu les évoquer pendant la visite. L'annonce du décès par un camarade, par un tiers à la famille, pour me concentrer uniquement sur des échanges où les deux parties de l'échange, l'émetteur et le destinataire, se connaissent et sont familiers. Comme Sébastien l'a aussi rappelé, le volume de correspondance pendant la guerre est considérable et il faut vraiment prendre en compte le fait que la majorité des Français sont capables de lire, d'écrire et de correspondre en toute autonomie, ce qui est une nouveauté. Alors vous allez voir souvent le français est vacillant, il prête à sourire puisqu'il y a des raccourcis, des mots qui ne sont pas coupés au bon endroit et des choses assez phonétiques, mais dans la grande majorité, c'est des lettres qui sont tout à fait compréhensibles et qu'on voit bien. Alors la correspondance, la lettre, elle a avant tout pour but de rassurer, d'informer. En fait, la lettre, c'est une sorte de petit bulletin personnel. Et pour se raconter, on va exploiter au maximum le papier qu'on trouve pour essayer d'en caler le plus possible sur les cartes. Donc on a beaucoup de courriers où on a le récit principal qui se développe de manière classique. Et puis arrivé au bout, on se rend compte qu'on a encore des choses à dire. Et on a des escargots d'écriture ou des choses où ça commence dans un sens, ça finit dans l'autre, et qui témoignent de la volonté de dire, de raconter le plus possible dans un espace assez serré. Le récit prend énormément de place et parfois en fait c'est tout. On a beaucoup de récits, beaucoup de lettres où le récit, ce que le soldat va raconter de sa journée, de sa situation, de son état, prend l'intégralité du courrier, très peu de formules d'appel, très peu de formules pour demander des nouvelles, pour un petit peu raconter son intériorité aussi. On a vraiment des récits continus comme une façon un peu de raconter sa journée, presque comme un journal intime, sans la partie intériorité, qui va être évidemment complétée par le plus possible par des visuels, des plans, des cartes, des photographies. Alors les deux photographies qui se trouvent là, j'ai un pointeur ? Non, j'en ai pas. Il n'y a pas de problème. Donc les deux qui se trouvent de ce côté-là, on a la photographie, et en fait je me rends compte que ce n'est pas assez visible, je suis désolée, mais le début de la carte postale dit voilà, je suis devant ma cahute, dans la tranchée, et on voit bien comment je suis, il décrit tout, il décrit qu'il est à 100 mètres à peu près des positions, pour renforcer son récit et le rendre le plus véridique et vrai possible. Alors c'est assez surprenant, mais beaucoup de lettres, et sur des ensembles parfois de correspondances, on a des dizaines de courriers, commencent de la même façon avec « ici tout va bien, rien de bien neuf, pas grand chose à te dire », et puis après la personne commence à expliquer que ici rien de bien neuf. Hier, on a été marmité, je reviens du combat, je monterai à la tranchée demain, donc rien de bien neuf, mais en fait énormément de choses se disent. Alors c'est assez curieux de voir ces formules se répéter de courrier en courrier. Alors peut-être que c'est pour rassurer, ici rien de bien neuf, vaut mieux le calme que quelque chose de dramatique. Peut-être que c'est aussi une façon d'entamer la correspondance. Ils écrivent beaucoup, ils écrivent souvent plusieurs fois par jour à plusieurs destinataires. Et la possibilité, c'est une formule peut-être pour engager l'écrit et ensuite se mettre à la dérouler, un peu comme de l'écriture automatique chez les surréalistes. Je suis vraiment très déçue que ce soit pas très lisible, je suis vraiment désolée. On fait l'inventaire de ce qu'on a reçu, même avec la réforme des secteurs postaux, il y a des choses qui sont assez, qui ne sont pas sûres et certaines, il y a des courriers qui se perdent, donc en général, et beaucoup de courriers également, commencent par lister ce qu'on a reçu, que ce soit des objets ou de la correspondance simplement manuscrite. Donc ici, cher papa, chère maman, j'ai reçu tantôt le gâteau que vous m'avez envoyé, il était délicieux, je vous remercie beaucoup, il était un peu aplati, mais délicieux quand même. Donc, tout va bien.
dans le colis. Et ici, ce qui est intéressant, vous voyez, à la deuxième ligne, il y a un numéro 66, là, à peu près au milieu de la phrase. Les deux parties, le destinataire et l'émetteur de cet échange ont numéroté toutes leurs lettres. Donc il dit bien reçu la 66 avec la 65 en même temps, bien reçu la 59, je t'envoie la 60. Et ils sont comme ça dans un échange permanent. Et donc il y a système. Pour eux, ils ont cadré ça, numéroté. Et il y a des fois des lettres où ils disent ta 75 est arrivé avec la 74, tout va bien. Et donc comme ça permet de retracer ce qu'on a bien reçu. C'est important parce qu'il ne faudrait pas qu'une information importante se soit perdue en chemin. Et si on ne sait pas, si on précise ce qu'on a reçu, on peut mieux comprendre ce qu'on n'a pas dit et du coup le redire après. Il y a quand même des délais, il y a quelques jours entre l'écriture et la réception de la lettre. Donc ce suivi qui est fait avec des systèmes un petit peu bricolés a vraiment toute son importance. Quand on fait la liste de ce qu'on a reçu, on fait aussi la liste de ce qui nous manque. Je suis encore désolée, je vais devoir un petit peu vous dire ce qu'il y a dessus. Ces 3 lettres viennent de la même personne et elle écrit à ses frères et sœurs et à ses cousins également. Et dans toutes les lettres, il demande quelque chose en permanence. Donc, le fond de lettres, là, il doit y avoir une quinzaine de lettres. Et dans toutes les lettres, il demande quelque chose. Il demande une montre, il demande des gants, il demande des chaussures, il demande à manger. Et ça apprend à peu près le premier paragraphe à chaque fois de la lettre. Donc on complète énormément des effets qu'on n'a pas en les demandant aux proches. Donc on va les lister, on va préciser. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des biens de consommation comme du tabac, qui est très souvent demandé, du tabac, du papier à rouler éventuellement, même s'il est souvent distribué. Et ça va être après des effets pour se protéger du chaud, pour se protéger du froid, des choses qui soient mouillées, des tricots de corps. Il peut y avoir toutes sortes d'effets pour compléter et essayer d'améliorer un petit peu le confort. Sur une lettre, là par exemple, ça ne se voit pas, c'est écrit trop petit, mais il demande des espadrilles, et c'est écrit E-S-P-A-D-R-I-E-S. C'est des espadrilles. Évidemment, quand la lettre n'arrive pas, malgré les systèmes pour les lister, c'est tout de suite l'inquiétude, et ça se retrouve également. Pourquoi tu ne m'écris pas? Cela fait 3 jours, 15 jours, 20 jours, 1 mois que je n'ai pas reçu tes courriers. On le voit avec des divers degrés d'inquiétude. Globalement, on note que l'inquiétude entre les époux est plus forte qu'entre les frères et sœurs et qu'entre les parents, notamment le soupçon d'infidélité, qu'elle m'a oublié, qu'elle ne pense plus à moi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui inquiète les soldats, et quand ils ne reçoivent pas de lettres de leur compagne, de leur femme, c'est quelque chose qui tout de suite, qui rapidement les bouleverse et les rend inquiets. Ça peut amener même après une réaction en chaîne dans les courriers. C'est ce qu'on a dans le courrier qui se trouve juste ici, où en fait le fils répond aux reproches de son père en disant « Tu me reproches de ne pas t'avoir écrit, pourtant j'ai bien envoyé une lettre, le tel, et elle est peut-être pas arrivée, mais je pense à toi, je ne cesse de penser à toi, et à maman également. » Donc on voit même que non seulement l'inquiétude, mais après l'inquiétude rejaillit dans des lettres dont nous on a pour le coup la réponse. On a, au-delà des formules pour engager le courrier en disant qu'il ne se passe rien de bien neuf, on a parfois, encore une fois peut-être dans une idée de faciliter la rédaction, des courriers qui sont extrêmement similaires. Donc ceux-là viennent tous du même fond, ça se voit à la graphie, et ils commencent systématiquement par « Je suis toujours en parfaite santé, toujours en parfaite santé, toujours en très bonne santé, en très bonne santé, toujours en très bonne santé ». Et c'est assez curieux, elle se répète, les dates changent, on en a une de 14, on en a une de 18, donc il est en très bonne santé pendant 4 ans, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, elles interrogent quand même de se dire, voilà, ce monsieur engage systématiquement son courrier en disant « Allez, c'est ce que je dis à mes parents, et puis allez, ça c'est mes chers parents, puis ensuite ma formule, et là je vais pouvoir réellement commencer mon récit individualisé de cette lettre-là en racontant ce qui s'est passé ces derniers jours. » Est-ce que c'est pour faciliter le récit? Elle montre quand même que, mine de rien, ce récit il est quand même toujours assez similaire. On a des formules d'accroche, après on a éventuellement des formules pour rassurer, et puis le récit de ces derniers jours, rien de bien neuf, mais on est au calme, on a beaucoup marché, on est en attente d'un assaut prochain, la soupe, un concert, enfin voilà, on va avoir le récit, et puis après des formules de fin et éventuellement des vœux ou des demandes particulières. Et on les retrouve malgré tout systématiquement.
La lettre, voilà, j'ai appelé ça la lettre ambassadrice, elle permet de garder sa place, hein, de continuer à assurer à distance un rôle, ou en tout cas des fonctions qui peuvent être symboliques, qui peuvent être morales et qui peuvent être presque économiques dans le foyer. Alors elle commence par ces formules d'appel, cher père, chère mère, chers parents, chère sœur, chère cousine, chers cousins, chère petite fille, grand-mère. Elles sont anodines, mais rien que de les écrire permet quand même de se replacer dans le réseau familial et dans le réseau de correspondance et de liens qu'on continue et qu'on essaye de maintenir. De la même façon, on en trouve un écho en fin de lettre. Ici, chère grand-mère, je t'embrasse bien fort, ton fils qui t'aime. Là, ça fait vraiment une symétrie et on la retrouve dans quasiment tous les courriers. Hein. Encore plus fort souvent quand c'est les enfants, quand ils écrivent, quand un soldat écrit à ses enfants ou quand un soldat écrit à sa femme, où là c'est ma chère petite femme, ton petit mari qui t'aime bien fort et qui t'embrasse, où on a une élongation de la formule d'appel qui renforce encore plus le rôle de celui qui la rédige. Donc comme on le dit, on s'inscrit dans un réseau. Comment on peut s'inscrire dans un réseau à distance? En demandant des informations pour montrer qu'on est toujours dans le coup. Alors sur une des cartes, je ne sais plus laquelle, je dirais que c'était celle-ci, voilà. J'ai de vos nouvelles, au niveau du deuxième paragraphe, j'ai de vos nouvelles par une autre personne. Donc on montre qu'on n'a même pas besoin finalement de la correspondance qu'on est en train de rédiger pour continuer à être au courant de ce qui se passe. Ça veut bien dire qu'on n'est pas si coupé. Enfin, on montre qu'on n'est finalement pas si coupé que ça en réalité. On l'aime, mais on veut montrer qu'on s'inscrit toujours dans ces réseaux familiaux, dans ces réseaux même parfois professionnels, quand des gens écrivent à leurs anciens collègues, à leurs anciens patrons, etc. Donc on essaye de montrer qu'on est là, qu'on est vivant et qu'on continue à avoir cette sociabilité qu'on avait avant de partir au front. On continue à s'inscrire dans un réseau par les commentaires qu'on fait sur la vie et les activités de sa famille. Alors c'est parlant dans ces deux lettres-là, qui sont des lettres écrites par un fils à ses sœurs au moment du décès de leur mère. Donc lui au front, a priori de ce que j'ai compris du fond, c'est le seul garçon de la fratrie. Et constamment dans la lettre, il remercie ses sœurs pour ce qu'elles ont fait. Il leur dit comment il va falloir aborder le deuil. Il leur explique comment un peu les choses vont se dérouler. C'est très surprenant, lui il est à des kilomètres, elles ont géré le deuil a priori directement sur place de leur mère, mais c'est lui qui semble vouloir reprendre la main un petit peu sur la façon dont la famille globalement va devoir gérer ce deuil. Donc on essaye de maintenir sa place, en plus d'être le seul garçon au milieu presque d'une sororité, lui donne probablement le sentiment qu'il a un rôle particulier à jouer, mais c'est assez intéressant pour le noter. Et puis, comme on l'avait déjà soulevé plusieurs fois, notamment dans les visites, en donnant des conseils sur l'activité de la famille, des conseils sur la conduite. Il va falloir bientôt commencer les moissons, les vendanges vont bientôt se faire. Ne vends pas les bêtes à moins de tel prix, des conseils sur la tenue de la boutique pour ceux qui sont commerçants. Alors avec parfois des frustrations, puisqu'il y a des hommes qui vont réaliser que leur femme en fait tient très bien la boutique en leur absence, et que ça fonctionne mieux parfois même que ce qu'ils étaient capables de faire, mais on continue de les demander. C'est ce qui se fait dans le courrier là, où on voit ici, au début du deuxième paragraphe, je pense que vous avez fait de bonnes vendanges. Il n'en sait rien du tout en réalité, il l'espère simplement, mais le fait de le dire montre qu'il est bien au courant de la temporalité et des activités de la famille et qu'il essaye de s'y inscrire. Alors évidemment, la relation d'un père absent à ses enfants est extrêmement importante, donc par l'écrit, l'autorité paternelle continue de s'appliquer. Donc ici, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, en tout cas on a deux lettres où on a des conseils, notamment dans celle-ci qui est vraiment très floue, mais qui est destinée à une jeune fille qui est adolescente, elle a 14 ans, là, ça apparaît dans la troisième ligne avant la fin, et on lui dit vraiment aide ta mère à la boutique, tiens ton rôle, tu n'es plus une enfant, tu n'as plus de place pour le jeu maintenant, 14 ans c'est voilà tes 14 ans qui approchent, ce n'est plus le temps pour le jeu, tu peux vraiment aider ta mère. Donc on donne des conseils, on rassure, on félicite quand un cahier est bien tenu, quand on a bien récité ses prières, quand des bons résultats scolaires arrivent, on gronde. Donc c'est le cas de la carte postale que j'évoquais dans la visite où on dit bien qu'il va falloir corriger Denise parce qu'elle n'a pas été sage. Bref, on essaye d'employer les mêmes leviers d'autorité qu'on avait avant de partir.
de la part des enfants, l'écriture, ça va vraiment, et la correspondance va vraiment être un moyen de montrer aussi la place qu'on se fait progressivement dans la famille. Alors déjà de montrer ses progrès dans la maîtrise de l'écriture elle-même, à un moment où l'écriture est vraiment quelque chose qui est en train de devenir un fondamental pour n'importe quel Français. Donc on est content d'écrire même si on écrit mal. On est content d'être celui qui écrit. Alors cette carte postale par exemple, elle est pas mal puisque la petite fille Fernande écrit et puis la mère a rajouté un petit mot en bas quand même. Donc elle a laissé sa fille faire le vrai boulot de correspondance, mais elle a quand même dit qu'elle l'embrassait et qu'elle était là derrière pour veiller au grain. Donc ça montre bien la place qui est donnée à l'enfant dans la famille, de prendre son rôle, d'annoncer les nouvelles, tout en ayant quand même le regard parental qui s'exerce derrière. Et puis c'est ce qu'on voit avec le fonds de Giez qui est présenté dans l'exposition sur Alexandre de Giez, avec les premiers écrits de Madeleine et de Geneviève à leur père. Voilà, ils prennent aussi leur place dans la famille en étant capables à leur tour de correspondre et d'échanger directement avec leur père. Du côté du couple, plein de choses. Ce qui est très intéressant, c'est que la correspondance, elle va permettre vraiment d'abolir la distance et d'abolir le temps qui reste entre la permission. C'est vraiment un appel de retrouvailles. On peut dire un petit peu que la correspondance, elle redonne aux époux, elle les remet dans le temps des fiançailles. Quand on était dans l'attente, on se connaissait, on s'appréciait. Et voilà, il y avait cette tension qui montait avant le mariage. On la retrouve dans la correspondance. Il y a l'usage notamment qui est très intéressant dans la lettre du haut. Il parle au présent et c'est pas je te prendrai, je voudrais bien, on verra, etc. C'est je te prends dans mes bras, comme si le fait de l'écrire rapprochait l'action qu'on était en train d'écrire. Et puis celle-ci, donc le recto de la carte postale et le verso, et dans le verso, il dit que c'est dans cette tenue-là qu'il espère retrouver sa femme à la prochaine permission, dans la même tenue, et que ce sera vraiment très 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 mignon et qu'il a grand hâte. Donc voilà, la carte postale, elle permet de tenir et de faire monter le désir en attendant des retrouvailles. Alors nous, on n'a pas de carte postale extrêmement torride, mais il y a des fonds qui existent, qui pas dépouiller. Donc il y a vraiment tout un spectre de choses très chastes, de ma chère épouse, je te baisse tendrement les lèvres, etc., jusqu'à des choses où on a des 3 petits points laissés au milieu des phrases pour laisser l'imagination parler. La carte, elle sert aussi, la correspondance, elle sert aussi aux soldats à s'affirmer bien en tant que soldat. Hein, c'est pas forcément son métier, c'est pas forcément ce qu'il a choisi de faire, et il va rédiger. On retrouve quand même dans le style, dans l'écriture et dans les mots qui sont choisis des termes qui montrent qu'il assume son rôle de combattant. Il y a notamment une utilisation de l'argot des tranchées, marmitage, les boches, la cahute, comme si on voulait montrer sa valeur, qu'on maîtrisait aussi un petit peu son sujet et qu'on était là où on devait être. Et donc on retrouve beaucoup de cet argot-là qui est a priori envoyé à des gens avec qui on ne le parle pas, mais qui est quand même utilisé. Alors est-ce que ça renforce le réalisme de la lettre? Est-ce que c'est une façon... donc là par exemple les sardines, voilà 3 jours que j'ai les sardines de sergent, je n'en suis pas fâchée car c'est encore plus de tranquillité que d'être cabot. Donc les sardines, c'est les insignes sur... oui, les grades, voilà. Et cabot, c'est le détournement de caporal. Moi, j'ai dû le googler, hein, je ne le savais pas, les sardines, je suis restée un petit peu devant, genre, ok, d'accord. Donc, est-ce que ça parle à la personne qui la reçoit? Pas sûr. Est-ce que ça dit que le soldat, finalement, a l'air à l'aise dans son élément et ça rassure? Probablement. Et enfin, la carte, Jean-Yves l'a montré dans l'exposition au 2e groupe surtout. C'est une carte avec écrit « Monsieur le camarade, si vous trouvez mon corps, merci de le renvoyer à ma femme ». C'est la carte qu'on garde sur soi et donc, dans l'idée que la famille soit informée. Et c'est la carte en fait pour conserver les liens familiaux au-delà de la mort en fait. Hein. C'est pour s'assurer qu'une fois qu'on sera plus là, déjà notre famille aura des nouvelles et que nous, on retrouvera d'une manière ou d'une autre nos liens, notre place. Alors, la place, pas énormément de suspense, mais on aura une sépulture, on aura quelqu'un qui verra à nous, on aura quelqu'un qui pense à nous. Et ils sont... c'est courant hein, de conserver d'avoir cette dernière lettre et d'avoir un pacte avec un autre soldat, et on a beaucoup de ces courriers-là. J'avais promis à votre fils que s'il lui arrivait quelque chose, je vous informerai. C'est ce que je fais par cette lettre, monsieur et madame. Voilà, donc on en a plein dans ce goût-là.
Alors malgré tous ces éléments-là qui sont finalement assez standards et qui peuvent s'appliquer d'une lettre à l'autre, on retrouve quand même dans des courriers des éléments qui montrent que malgré cette standardisation, l'individu transparaît, arrive à s'exprimer. Des fois en allant à l'essentiel. Alors j'aime bien cette carte-là, il n'y a plus de formule d'appel. Et ça commence par « reçois de ton pauvre gros qui est là dans les tranchées ses meilleures caresses ». Et je trouve que l'absence de formule plus l'utilisation de l'expression « ton pauvre gros », on lâche tout, on ne se présente pas, on ne se met pas en valeur, simplement on dit voilà, ton pauvre gros il est là, il en a marre, mais il est quand même là et il pense à toi. Je trouve qu'il y a un aspect très direct et assez une simplicité dans la présentation qui fait dire qu'il faut simplement dire les choses et que la tendresse en l'occurrence puisse passer. Je trouve ça assez marquant. J'aime bien aussi ce fond-là, c'est une lettre, donc sur les 3 lettres, c'est un fils qui écrit à ses parents et en fait il écrit pendant tout ce courrier pour se plaindre que ses parents lui refusent une moto, donc il voudrait acheter une moto. Il est à la guerre, hein. Il se plaint d'ailleurs que la moto c'est quand même bien moins dangereux que la guerre. Il ne pose aucune question sur comment vont ses parents, il ne dit rien de sa localisation, rien de son emplacement, de ses activités, de sa santé. Il commence par dire « je comprends vraiment pas pourquoi vous m'interdisez la moto » et ça continue pendant les 3 pages du courrier. Voilà, il y a trop d'exaspération, c'est une frustration incroyable qu'il faut qu'il décharge. Et on a un courrier, alors qu'on dit que voilà, on essaie d'utiliser au mieux le papier, etc. Au final, à un moment, il avait envie de dire autre chose et il le dit et il passe par-dessus toutes les conventions, les bons sentiments et ainsi de suite. Un très joli fond entre un couple, entre Riquet et Marie. C'est un ensemble de correspondances qu'on a et en fait pendant toute leur correspondance ils ne parlent que de se voir, que de se toucher, que de s'étreindre. Il y a beaucoup de petits pointillés de mots qui sont soulignés. C'est une lettre d'amour. Ça ne parle pas du front, ça ne parle pas de comment vas-tu, ça parle simplement de je veux te revoir, je divague, je rêve. 3 petits points, des O avec des exclamations. Donc là on est dans une folie épistolaire entre guillemets. Il y a plus de... Elle-même, elle dit qu'elle s'oublie quand elle écrit, qu'elle s'oublie à l'idée que son petit Riquet chéri revienne. Enfin, c'est un ensemble qui est hallucinant et qui défie tous les trucs, tous les ans, toutes les analyses un peu plus où on parle de formule, où on parle d'un certain cadre de rédaction. Là, c'est complètement lâché. Et enfin, les lettres, pour les plus talentueux, où on a du dessin qui vient s'y mêler et qui vient finalement agir comme une deuxième signature, comme une manière de renforcer la personnalité. Là, c'est un portrait de l'épistolier. Il a écrit « Dernier portrait du caporal » avec son masque à gaz. Et ici, pour la fête, c'est un courrier envoyé à l'occasion de la fête de l'épouse que son mari lui a dessiné les 2 petites colombes. Donc par le dessin, on vient amener la personnalité, on vient amener de l'individualité et on retrouve comme ça des correspondances qui se détachent très nettement au niveau de leur forme. Donc, finalement, en conclusion, on a effectivement énormément d'éléments qui se retrouvent, des façons d'écrire qui sont standardisées, par le volume d'écriture, par le nombre de lettres qui sont envoyées, et quand même, malgré tout, des petits fragments d'individualité qui surnagent au milieu de tout ça.